Monsieur le Président, mes excuses pour ces quelques minutes de retard que je vais essayer de rattraper. Et en fait, voilà le plan de mon exposé. Comme vous le voyez, nous allons parler de données massives, en fait, qui est le terme français pour les big data. Nous allons parler aussi de l'apprentissage profond, ou bien du machine learning, ou bien du deep learning. Et enfin, je vais essayer de terminer sur un diaporama ou bien une vue générale sur ce que je pense être les explorations fonctionnelles respiratoires du XXIe siècle, sachant que nous y sommes déjà. Mais comme vous allez le voir, les choses vont changer de façon relativement importante dans les années à venir. Donc, nous connaissons tout cela. Tout le monde parle de big data, de données massives, et en fait, nous sommes entourés de données massives, avec tous les téléphones portables, avec tout ce qui se fait actuellement, et on sait qu'en fait, il y a autant de données générées par jour que de constellations dans le ciel. C'est très poétique, mais vous allez me dire, mais combien il y a de constellations dans le ciel, et ça, je ne saurais pas vous dire. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que par jour, nous générons autant de données, sinon plus de données, que pendant les 36 siècles qui nous précédaient. Alors pourquoi 36 siècles? Tout simplement parce que ça date de la première écriture, de l'invention de l'écriture, et avec l'écriture, on a commencé à colléger des données, et avec des données, nous avons des données. Maintenant, nous avons autant de données par jour que pendant tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant. Alors, ces big data, ou bien ces données massives, doivent répondre aux 4 critères que vous voyez ici, à savoir volume, vitesse, variété, véracité, qui sont les 4 V des big data, et on va les voir très rapidement. Volume, parce que en fait, le volume de données générées est incommensurable et extraordinairement important. La vitesse, eh bien, nous savons qu'il nous faut des moyens pour traiter ces données avec non seulement avec précision, mais avec une vitesse qui dépasse toute l'imagination. La variété, eh bien, vous savez, il y a des données brutes, il y a des textes, il y a des images, et la dernière étude montrée par Ida repose un petit peu sur cela aussi. Et puis il y a des données publiques, privées, etc. Et enfin, la véracité, et ça concerne surtout les médecins que nous sommes. Avant d'utiliser les données, il faut se poser la question pour savoir si ces données sont véridiques, si ce n'est pas une fake news, et surtout ces données concernent le domaine qui nous intéresse, à savoir la santé. Et c'est là-dessus que je vais probablement revenir à plusieurs reprises. Mais jusqu'à l'explosion des big data, nous sommes tous, et moi le premier, eh bien, confrontés ou bien utilisateurs de ce que j'appelle une approche classique, une approche par analyse univariée, et Rida tout à l'heure nous a montré, le professeur Charfi nous a montré quelques exemples. Et les exemples sont connus ici. Quelle que soit la méthode d'exploration fonctionnelle respiratoire que vous utilisez, eh bien, vous comparez, vous utilisez un paramètre, ici le VMS, ou bien la résistance, etc., et vous essayez de voir comment varient ces paramètres dans des groupes de malades qui sont d'intérêt, les sujets sains, les sujets asthmatiques et les sujets portant d'une BPCO comme vous le voyez. Et on applique des méthodes d'analyse statistique, et là ici on est très fiers en disant que nous avons trouvé un P significatif inférieur à 0,05%. Mais si vous regardez cela de plus près, eh bien vous voyez qu'il y a ce qu'on appelle des zones de chevauchement, des overlaps. En d'autres termes, pour un même paramètre, vous pouvez très bien avoir eh bien, la même valeur chez les sujets asthmatiques, bronchites chroniques, et puis les sujets sains. Auquel cas, pour ces sujets précis, ce paramètre ne nous sert pas à grand-chose. Quand bien même, de façon générale et dans le groupe, eh bien, ce paramètre sort de façon significative entre les groupes de malades. Et ça, c'est quelque chose que nous savons tous, que nous avons toujours su, mais que l'on fait semblant de ne pas accorder trop d'importance en disant bah, c'est comme ça, mais pour le patient, lorsque vous êtes en face de patient, eh bien, ça ne vous aide pas toujours. Et c'est pour ça que finalement, eh bien, ces méthodes, dites des méthodes d'analyse univariée, eh bien, se heurtent à cette insuffisance qu'est le grand domaine de chevauchement. Évidemment, un test qui va vous permettre de véritablement distinguer deux populations de patients de façon nette et précise, ce test est idéal, mais
nous ne connaissons pas jusqu'à l'heure actuelle de tests qui soient véritablement comme cela, du moins en pathologie respiratoire. Et ici, juste un exemple, si je regarde la mesure de la DLCO et si j'essaye de distinguer avec cette mesure un groupe de patients non porteurs d'une maladie interstitielle pulmonaire et d'un autre groupe de patients porteurs d'une maladie interstitielle pulmonaire, je vois qu'il y a, quel que soit le critère retenu, en pourcentage de valeur prédite ou bien en valeur brute, il y a toujours un domaine de valable, c'est-à-dire des zones de chevauchement. Alors, comment peut-on faire pour essayer de s'en sortir? Et ici, je vous montre une étude faite par l'équipe de Marc de Cramer. Tout le monde connaît le professeur Marc de Cramer en Belgique et qui date de 2014. Et en fait, ces auteurs, qu'ont-ils fait? Alors, ce que j'ai essayé de faire ici, c'est de vous représenter comme un cible, sachant que s'agissant de cible, on va essayer d'envoyer la flèche au milieu de la cible. Et lorsque vous êtes ici au point 1, vous avez atteint un niveau d'acuité, de précision diagnostique idéal. Et plus vous êtes loin, plus vous n'êtes pas très précis. Alors, si vous regardez, si vous utilisez simplement la clinique, sans rien d'autre, vous êtes relativement loin et c'est le cercle extérieur. Ensuite, si vous ajoutez la spirométrie, vous affinez votre précision. Ensuite, si vous ajoutez la mesure des volumes, c'est-à-dire la plétismographie, vous affinez encore votre précision. De même, si vous ajoutez la mesure des résistances des voies aériennes, et enfin, vous allez approcher de la précision idéale lorsque vous combinez tous ces tests. L'ensemble. Alors la conclusion, c'est que en fait, autant un seul test ne va pas nous permettre de distinguer deux patients donnés, si nous combinons plusieurs tests, cela va nous permettre d'avoir des résultats plus précis. Alors, il ne faut pas se laisser vous impressionner, vous laisser vous impressionner par ce type de représentation qu'utilisent essentiellement les biologistes moléculaires, mais en fait, c'est ce que nous appelons des heatmaps, ou bien des cartes de chaleur. En gros, plus c'est rouge, plus c'est anormal, et plus c'est bleu, plus c'est normal. En gros, c'est ça. Et donc, si vous prenez ici, et ça c'est un travail de l'équipe que nous essayons de publier actuellement. Si vous prenez un test de façon isolée, tel que le rapport VMS sur CV, vous allez voir que certains patients, notamment des patients qui ont une maladie interstitielle pulmonaire, ont ce test qui est normal. Mais quand bien même, si vous prenez un autre test, tel que la DLCO, la DLCO peut être anormale chez des gens qui n'ont pas de pathologie interstitielle pulmonaire. En revanche, si vous combinez l'ensemble de ces tests, il y a une dizaine en tout, et vous les connaissez tous, et si vous, avec un algorithme, vous allez arriver à bien distinguer un patient qui a une maladie interstitielle pulmonaire par rapport à un groupe de patients témoins qui n'a pas cette maladie. Donc la conclusion de ceci, c'est que plus vous combinez de tests, plus vous allez pouvoir arriver à un diagnostic plus précis. Mais ça, nous le savons déjà. Lorsque vous faites une AFR, vous ne regardez pas qu'un paramètre. Vous allez essayer de combiner plusieurs paramètres. On le fait de façon intuitive, sans systématisation, mais maintenant, avec les algorithmes que nous sommes en train d'utiliser, il est très probablement mieux d'utiliser la combinaison, un test combiné, recoupant plusieurs tests isolés. Alors, c'est la première conclusion intérimaire, j'en ai plusieurs pour nous aider à simplement nous concentrer sur le topo. C'est que quelle est la différence entre l'utilisation des données massives et puis l'approche classique? L'approche classique, on la connaît, vous avez une hypothèse, vous allez essayer de faire une expérimentation, vous allez recueillir les données et à partir de cela, vous formez une conclusion qui sera plus ou moins forte, plus ou moins solide, plus ou moins valide. En revanche, l'utilisation des données massives, la grande différence réside dans l'étape numéro 2, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une fois et pour toutes vos résultats, vous allez continuer à implémenter, à nourrir votre base de données et que de cette implémentation, de cette arrivée de base de données, vous allez avoir des conclusions qui vont varier avec le temps, qui vont varier avec l'arrivée des données. Et c'est ce que l'on essaye et c'est ce qu'on tend à faire de plus en plus. Quelques exemples, les cardiologues malheureusement sont un petit peu plus avancés que nous, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme cela. Ceci est une approche publiée par les cardiologues qui nous dit que pour
un patient donné, il faut bien sûr tenir compte de son état clinique, avec tout ce qui comporte comme biobanque génomique, protéomique et microbiomique, mais aussi de son environnement, aussi bien sûr des opinions d'experts que vous êtes, et bien sûr tout ce que nous ont appris nos maîtres, l'antécédent familial, etc., etc. Et tout cela, vous allez rentrer dans une base de données, et à partir de cette base de données, vous allez essayer avec des algorithmes construits sur ce que je vais développer un petit peu plus tard, à savoir la machine learning et le deep learning, vous allez construire des propositions à la fois diagnostiques mais aussi thérapeutiques en fonction de chacun des patients. Et ça, vous dites, mais finalement, ça, je le connais, puisque c'est de la médecine personnalisée dont on nous parle depuis quelques années. Mais en fait, il faut savoir que la médecine personnalisée, c'est quelque chose qui se repose sur une arrivée continuelle de données qui vont permettre d'affiner de plus en plus la considération que vous avez pour tel ou tel malade. Et cela va vous permettre de proposer à la fois le meilleur traitement, le meilleur examen complémentaire, aussi bien que le meilleur traitement pour un patient donné à un moment donné. Et voilà ce que l'on voit. Et en fait, les traitements aussi, parce que avant, nous avons des guidelines qui nous disent pour tel malade, il faut utiliser tel médicament. Mais il faut savoir que le malade en question, avec tel ou tel syndrome clinique, risquera d'avoir des effets secondaires s'il prend tel ou tel traitement, si on ne tient pas compte de ses antécédents. Un exemple classique que connaissent tous les pneumologues, vous n'allez pas donner des corticoïdes à n'importe quel asthmatique, sachant que si l'asthmatique en question a un diabète en plus. Voilà, donc un exemple très simple que connaissent même les étudiants de troisième année de médecine. Alors, en pneumologie, on commence à arriver à cela, et cette diapositive reprend un article d'Alvaro Agosti, publié dans Thorax, en 2014, qui nous dit que phénotyper les gens, c'est bien, mais maintenant, si on phénotype quelqu'un, forcément, on le classe dans une catégorie. Et un patient donné, et vous le savez aussi bien que moi, n'est pas uniquement que pink puffer ou blue blotter. Donc, un patient n'est pas uniquement qu'emphysémateux ou bien bronchitique. Vous avez une part d'emphysème, prédominante ou pas, mais ça ne veut pas dire que ce patient en question n'a pas de part d'inflammation bronchique en même temps. Ce qui fait que plutôt que de parler de phénotype qui sépare les gens, ils préfèrent maintenant parler de traits ou de caractéristiques éventuellement traitables, guérissables, donc sur lesquelles on peut agir sur tel ou tel individu. Et enfin, pour terminer, concernant cette complexité, Alvaro Agosti dit, très bien, lorsque l'on étudie une maladie, il faut étudier les comorbidités, ça nous le savons, il faut aussi étudier ce qui se passe, les comorbidités ici, ce qui se passe au niveau biologie cellulaire, et c'est ce qu'on essaie de faire, mais il ne faut surtout pas oublier l'environnement. Un patient BPCO, chez qui vous avez réussi à convaincre d'arrêter de fumer, ça ne sert à rien si ce patient continue à vivre dans un milieu où tout autour de lui fume. Donc ce n'est plus un fumeur actif, mais il devient un fumeur passif, et l'effet du tabac sera probablement aussi important que comme s'il n'avait pas du tout arrêté de fumer. Et enfin, pour complexifier les choses, il y a un autre réseau sous-jacent qui est le réseau de tout ce qui est molécules et biologie cellulaire. Et donc ceci va me permettre de basculer dans la deuxième partie de mon exposé pour voir comment on peut utiliser à la fois ces données massives en utilisant ce qu'on appelle de machine learning, qui en français veut dire apprentissage automatique, ou bien de deep learning, qui est l'apprentissage profond, afin d'arriver à quelque chose d'un petit peu plus nuancé, un petit peu plus subtil, pour diagnostiquer et poursuivre un patient donné. Et donc, voilà, donc ça vous le savez, les gènes, l'ARN messager, les protéines, les métabolites, etc. Et à chaque étude de chacun de ces niveaux, vous avez des disciplines qu'on appelle la génomique, la transcriptomique, la protéomique et la métabolomique. Alors, il y a quelques années, lorsque j'étais jeune et prétentieux, j'ai dit la génomique, c'est le roi de tout. Et donc, on va étudier la génomique parce que c'est la source des choses. Maintenant, je suis un petit peu moins jeune, et même beaucoup moins jeune et beaucoup moins prétentieux. J'ai dit qu'en fait, l'étude des gènes, c'est bien, c'est intelligent. Mais maintenant, moi, en tant que quelqu'un qui s'intéresse aux malades et à la maladie, je vais très humblement prendre les métabolites.
Pourquoi les métabolites? Parce qu'en fait, c'est ce qui arrive en fin de chaîne. Quand bien même un métabolite peut être modifié alors qu'on ne connaît pas très bien quels sont les gènes et qui codent pour les enzymes qui règlent la synthèse de ces métabolites sont touchés, peu importe. Ce que vous savez, c'est qu'à la sortie, vous avez un métabolite qui est perturbé. Et donc, ce que je conseillerais, c'est plutôt d'étudier la génomique, plutôt étudier la métabolomique, puisque c'est là qui se trouve exactement l'anomalie chez votre malade. Et donc, pour vous parler de métabolomique, comme nous sommes en respiration, je vais vous parler de métabolomique respiratoire. Et je vais vous parler de la mesure de ce composé qu'on appelle des composés organiques volatiles. Et très rapidement, pendant les 10 à 15 minutes, pas plus de 15 minutes qui me restent, plutôt 10 minutes, eh bien, je vais essayer de vous parler de cela et de voir comment, par la mesure de ce qu'on appelle les VOC pour aller vite, eh bien, on peut avoir une approche complètement différente de ce que l'on a l'habitude d'avoir jusqu'à maintenant. Alors, sur ce que l'on peut mesurer dans l'air exhalé, certains composés vous sont connus. Rida, tout à l'heure, nous a parlé du monoxyde d'azote, et en fait, ce n'est pas à moi qu'il faut convaincre que c'est une molécule à la fois importante et intéressante. Tout le monde connaît le CO, le CO2, et ici, les composés organiques volatiles se trouvent là, et ces composés organiques volatiles vont permettre d'aborder un domaine qu'on appelle la breath omique, c'est-à-dire l'étude généralisée de tout ce qui se trouve dans l'air exhalé. Alors très rapidement, la breath omique, c'est mesurer tout ce que vous pouvez mesurer lorsque vous mesurez de façon chimique ce qui se trouve dans l'air expiré d'un patient. Et donc cela peut provenir de la circulation systémique, des cellules locales, même des bactéries qui sont de passage ou bien des bactéries résidentes. Et en fait, là, c'est probablement la seule diapositive pour laquelle je vais m'étendre juste un petit peu, et pas plus d'une minute. Vous avez deux façons de mesurer ces composés organiques volatiles. Soit par la chromatographie gazeuse avec la spectrométrie de masse, soit par ce qu'on appelle le nez électronique. Alors, très rapidement. La chromatographie gazeuse, c'est que lorsque vous expirez comme ceci, vous avez des symboles, chaque symbole représente un composé. Donc, vous avez des carrés, des ronds, des triangles, etc. La chromatographie gazeuse va les séparer. Les séparer. Toi, tu vas sortir en premier parce que tu es plus léger, tu es plus petit. Toi, tu sors en dernier parce que tu es plus lourd, tu es plus lent. Et ensuite, la spectrométrie de masse, une fois que la séparation a été faite, comme à l'école, par rangée, une fois que ça a été fait, eh bien, la spectrométrie de masse va analyser composé par composé. Alors que le nez électronique se fiche un petit peu de cela, il demande à personne de se mettre en rangée. Le nez électronique va simplement mesurer la forme globale de ce que l'on a dans l'air expiré. Alors, plutôt que de m'étendre davantage, je préfère prendre un exemple. Simplement pour vous dire que le principe du nez électronique est exactement le même que celui que nous utilisons pour capter les odeurs, et donc je vais passer vite, mais en fait ici vous avez des récepteurs qui se trouvent au niveau de nos cellules ciliées, des récepteurs membranaires, lesquels récepteurs vont pouvoir capter des molécules bien particulières. Et ici, là vous avez différentes odeurs, les odeurs qui sont les odeurs qui sont des odeurs de fleurs, les odeurs qui sentent plutôt le rance, etc., etc. Et à chacune de ces odeurs va correspondre une combinatoire. Et lorsque vous avez tous ces combinatoires-là, vous allez avoir ce type d'odeur-là. Et cela a été découvert, et en fait, cela va nous permettre ceci. Si on vous demande combien de tonalités l'oreille humaine peut distinguer, on arrive à 100 000 nuances sonores, ce qui est beaucoup. Concernant les couleurs, c'est encore mieux. 100 millions de nuances de couleurs. Et en concernant les odeurs, c'est là on bat tous les records. Il y a 100 000 milliards d'odeurs que nous pouvons distinguer grâce à cette politique, à cette stratégie combinatoire, combinant les molécules plutôt que de savoir exactement quelles sont ces molécules. Alors l'exemple que je vais vous prendre maintenant, et je vous prie de m'excuser si jamais... Alors, bon, pas ça, c'est... rendre honneur aux deux chercheurs qui ont été récompensés par un prix Nobel lorsqu'ils ont découvert cette combinatoire au niveau de l'odorat. Et l'exemple que je vais maintenant prendre, c'est celui-là.
que je vous explique quand même. Là, c'est la spectrométrie, la chromatographie en phase gazeuse avec la spectrométrie de masse. Vous allez pouvoir dire que ce monsieur, que tout le monde connaît, eh bien, il a une cravate rouge, il a des cheveux, je ne sais pas si ce sont des vrais, mais en tout cas, il a des cheveux qui sont blancs. Il a une façon de parler et de se comporter. Et là, pour faire ça, il vous faut beaucoup de précision et un bon appareil photo. Là, c'est une ombre. Très mauvais appareil photo, mais vous dites que c'est la même personne. C'est la même personne parce qu'en fait, vous savez qu'il a sa forme là, il a l'habitude de prendre le micro, il a l'habitude de pointer l'air, le doigt en air. Et là-dessus, on se base sur un certain nombre de caractéristiques. Les gens qui font ça sont soit des professeurs, soit des chanteurs, soit des hommes politiques. Et des hommes politiques qui a cette forme-là, il n'y en a pas 36, donc on déduit que c'est le président américain. Ça permet d'aller très vite, mais cela ne nous évite pas de faire des erreurs. Mais cela permet d'aller très vite, et c'est comme ça que l'on peut distinguer rapidement les odeurs. Et cela, vous le savez, en fait, c'est un petit peu comme ces ombres chinoises. Et donc là, vous dites que tout ça, eh bien, ce sont des arts martiaux. Mais il faut un certain entraînement pour savoir que ce qui se trouve à droite, eh bien, c'est du karaté, alors que ce qui se trouve à gauche, c'est du kung fu Shaolin. Donc, permettre avec une ombre chinoise de savoir dans quel domaine vous êtes, mais de le savoir avec précision, il faut en plus de l'apprentissage. Et cet apprentissage, nous le savons, en fait, avec l'existence des chiens. Nous savons que les chiens sont capables de distinguer les odeurs. Mais vous savez aussi qu'un chien qui est dédié à détecter les drogues, les stupéfiants, il est incapable de détecter les explosifs. Tout cela, pourquoi? Tout simplement parce qu'il a été entraîné, on leur a appris de distinguer telle ou telle odeur. Et c'est la même chose aujourd'hui concernant les maladies. Il y a des chiens dont l'odorat est capable de leur permettre de détecter, bien sûr, les cancers, ça nous le savons, mais aussi d'autres maladies, paludisme, diabète, Parkinson, etc. Alors, un dernier point, et je reviens en arrière, simplement pour dire que il y a cette notion-là, qui est une notion très importante et qui est toujours relativement mal expliquée dans les ouvrages et dans les articles. C'est la notion d'analyse par principale composante. Alors en fait, vous avez ici, une théière. Et vous avez, par une approche, essayé de dire que la forme que vous êtes en train d'analyser, c'est la forme du théière. Et pour cela, imaginez qu'il y ait un caméra, et le caméra va adopter plusieurs plans. Et entre ces différents plans de vue, eh bien, c'est celui-là qui va vous donner le meilleur angle pour dire que ça, c'est une théière. À partir de ceci. Et en fait, c'est ce que l'apprentissage automatique de machine learning et l'apprentissage profond de deep learning va vous permettre de faire en améliorant sans cesse par un apprentissage continu la performance de détection d'une forme, d'une molécule, d'un personnage. Et juste 3 secondes de divergence, simplement, tout le monde entend parler des voitures automatiques, des voitures sans conducteur. Et en discutant avec les gens qui font cela, eh bien, la première chose, ce n'est pas un problème pour une voiture d'éviter une autre voiture, parce que l'autre voiture, elle est facile à reconnaître avec ces algorithmes. En revanche, si vous avez sur la route eh bien, un carton ou bien un morceau de plastique qui ressemble à une pierre, eh bien, c'est très important de pouvoir distinguer le plastique de la pierre. Parce que si c'était une vraie pierre, et si vous roulez dessus, vous allez mal finir. En revanche, si c'était du plastique, et si vous le contournez, vous allez perdre du temps. Donc les gens passent beaucoup de temps pour raffiner, par apprentissage, l'acuité, la précision du diagnostic. Et c'est ce que nous devons faire. Parce que après avoir identifié les produits, eh bien, on va essayer de les classer dans les maladies. Et c'est ce que font ces chiens. Et en fait, là, quelques exemples pour finir, c'est qu'avec ça, on arrive à affiner de plus en plus le diagnostic. Et faisant cela, on arrive à ceci. C'est-à-dire que là, maintenant, avec cette méthode, on arrive à distinguer avec relativement d'acuité les sujets sains, les sujets contrôle, les sujets asthmatiques. On arrive à distinguer les sujets BPC ou les sujets asthmatiques, avec néanmoins un ensemble d'intaxation qui apparaît et qui en fait
nous dit que effectivement, il y a des patients qu'on appelle ACOS ou ACO, peu importe, le syndrome de chevauchement, qui répondent un petit peu aux deux, mais de façon encore plus importante, et c'est que si vous intéressez entre BPCO et cancer pulmonaire, eh bien vous allez, si vous intéressez plus précisément à cette zone de chevauchement, c'est là où vous allez trouver les patients chez qui vous avez diagnostiqué une BPCO, qui n'a encore aucun signe de cancer et qui vont développer un cancer ou bien dont les signes vont apparaître dans les mois ou dans les semaines qui suivent. Et donc ceci va nous permettre d'affiner véritablement en disant qu'un malade n'est pas univoque, il n'a pas qu'un seul trait de caractère, il en a plusieurs, et qu'à chaque fois qu'il y en a plusieurs, il vaut mieux les identifier à l'avance. Et donc voilà, c'est ce qu'on essaye de faire actuellement. Les quelques laboratoires dans le monde qui font ça, ils continuent à implémenter, à alimenter avec leurs données chaque jour afin de rendre le diagnostic de plus en plus aigu, de plus en plus précis. Juste pour dire, ben voilà, ça c'est une étude récente et qui permet de prédire la réponse au biologique, au traitement par le mupadolimab, qui est un anti-IL-5, chez le sujet asthmatique, simplement en mesurant l'air exhalé et avec ces algorithmes dont je parlais précédemment. Là, pareillement, concernant l'asthme sévère, nous savons que les asthmatiques sévères se caractérisent cliniquement, et vous le savez aussi bien que moi. Maintenant, nous savons aussi que certains asthmatiques sévères ont un asthme éosinophilique, mais tous les asthmatiques sévères n'ont pas d'asthme éosinophilique. Et grâce à cela, eh bien, on arrive maintenant à identifier bien des groupes, des grappes, des clusters d'asthmatiques qui certains ont une éosinophilie, mais qui d'autres ne l'ont pas. Et ceci va permettre très probablement justement de personnaliser le traitement dont je parlais précédemment. Ça permet aussi de prédire l'avenir, parce qu'en fait, le diagnostic se fait lorsque les symptômes sont là, mais lorsque les symptômes ne sont pas là, mais lorsque les signes biologiques sont déjà là, on peut effectivement prédire quand les symptômes vont survenir. Et une fois que vous avez fait le diagnostic, en fonction du type de réponse, eh bien, vous allez avoir tel ou tel type de traitement individualisé, proposé à tel ou tel type de traitement. Donc, je reviens à mon exemple. C'est que avec ça, avec le nez électronique, et c'est ce que nous faisons. Nous avons des résultats qui sont rapides, et on va dire qu'avec ceci, ça va correspondre à ce personnage. Et on n'a pas besoin d'une chromatographie en phase gazeuse avec spectrométrie de masse qui est longue et qui est coûteuse. Maintenant, il faut aussi être très humble en disant que l'erreur humaine est toujours possible. Et que lorsqu'on a une onde comme ceci, plutôt que de dire à coup sûr que c'est cela, eh bien parfois vous pouvez avoir cela aussi. Ce n'est pas la même personne. Il ressemble beaucoup, mais c'est Elvis plutôt que Donald. On est d'accord. Oui, Elvis était très malade et c'est pour ça qu'il est un petit peu bouffi. Voilà, donc en fait, c'est pour dire que ce n'est pas en regardant uniquement l'ombre qu'on peut conclure à coup sûr. Et c'est pour ça qu'il faut continuer, continuellement apprendre afin d'améliorer la précision du diagnostic. Et c'est avec cela que je termine aujourd'hui.